Iconi est un petit port de pêche de l'île de la Grande Comore, dans l'océan Indien. À Iconi, aujourd'hui, c'est la fête. Les danseurs du village miment les attaques et les combats qu'ils ont menés pendant des siècles contre les pirates des autres îles de l'archipel, d'Anjouan, de Mayotte, quelquefois de plus loin, de Zanzibar ou de Madagascar, quelquefois de plus près, d'un village voisin, dans l'île même. Les Comoriens revivent volontiers les péripéties qui entouraient la capture d'un sultan. Le captif, prisonnier de marque, était relativement bien traité dans l'espoir d'une rançon. Isolé et désarmé, il était amené sous escorte, le long du rivage, jusqu'à la case aménagée pour lui. Vaincu, il marche accablé. Pourtant, des femmes l'attendent, mises à sa disposition pour le distraire, pour le servir. Elles l'éventeront, lui donneront des vêtements, en échange de ce qu'il porte, sali par les combats. Elles rendront au prince prisonnier la vie douce. Même vaincu, oui, un grand chef reste un homme enviable. Mais rien ne vaut la liberté. Avec la complicité de ces nouvelles femmes, le captif se sauve. Il est repris, bien sûr, et sauvagement puni. Le feu est mis à sa case, et le combat se poursuit, sans merci. Il se poursuit sur les grèves inhospitalières aux blocs de lave déchiquetés, dominés par les falaises des cratères éteints. Volcans en éruption et combats sauvages font aujourd'hui partie du passé. Le sable blanc des récifs de corail, pulvérisés par les vagues, est hérissé de lave noire. S'y accrochent parfois les cornes d'un animal noyé. Cependant, cette côte dangereuse ne manque pas de charme à cause de ses eaux cristallines et de ses palmiers. Les pirogues à double balancier des pêcheurs de Salimani sont les mêmes qu'avant l'arrivée des Français. Esquifs légers, précis, trop frêles pour gagner la haute mer, mais qui permettent la pêche des poissons côtiers quand l'océan n'est pas trop agité. Il arrive aux pêcheurs de Salimani de ramener un requin, à moins que la pirogue ne se renverse ou que la bête ne veuille les entraîner au large. La grande chance, c'est d'attraper un célocanthe. Les muséums du monde entier en demandent et les paient fort cher. Les journées sont rudes. Les mêmes depuis des siècles. Franchir le ressac, profiter du vent, ne pas sombrer. À l'ombre de ces palmiers, le village de Salimani ne compte pas que des pêcheurs. Il abrite également des ouvriers employés notamment au décortiquage des noix de coco par la ferme dont la cour longe les cases. Les plus forts, les plus adroits, plantant leur sabre en terre, l'âme vers le haut, écorcent les noix. Les femmes cassent les fruits décortiqués dont l'eau s'échappe.
À vouloir la garder, elle pourrirait. Dans ce pays sans source, la soif reste un mal endémique. On s'affaire de plus au séchage des clous de girofle. Il faut les retourner continuellement. Le clou des Comores est apprécié partout, mais principalement par les Indiens et les Anglais. Sans quelques clous, point de bon pudding de Noël. Les paysannes de la Grande Comore cueillent aussi des fleurs d'ylang-ylang, dont s'extrait une essence précieuse. L'ylang-ylang est inconnu sous nos climats. Il parfume la Grande Comore tout entière. Fleurissant en toute saison, les arbres sont artificiellement courbés afin que leurs corolles demeurent à portée de la main. Étrange forêt, parure de cette île perdue. L'homme au couteau entre les dents, le seul, le vrai. La pesée, à chacun son dû. L'essence d'ylang-ylang vaut de l'or. La ferme est flanquée d'une distillerie. 100 grammes d'essence pour 100 kilos de fleurs. Afin de rafraîchir les alambics, les ouvriers puisent une eau saumâtre dans ce trou de vase qui communique avec la mer. Pour ce rôle, elle suffit. Mais l'eau potable manque. Dans les villages au toit de chaume, ce ne sont que gouttières et citernes. L'eau, on la chercherait jusqu'au ciel. Le tronc creux des baobabs servent de puits. Les bouilloires de la famille y passent. Sans grandes ressources ni travail, les femmes sont là pour le plaisir des hommes et leur repos, même s'ils ne sont point des guerriers. Souvent dans les cases, un rideau suspendu au plafond divise la couche conjugale, séparant non pas les conjoints, mais les deux femmes du mari. À chacune son jour, ou plutôt sa nuit. Le manque d'eau ne favorise pas l'hygiène. L'eau, toujours. Que reste-t-il dans la citerne? Se protéger les pieds est aussi un problème. Les laves déchiquettent les plus endurcies. La sous-alimentation persiste en dépit des distributions de vivres. Signe de malnutrition, les cheveux des enfants sont souvent décolorés d'un mauvais rouge. À Moroni, les Comoriens viennent, comme au spectacle, regarder par la fenêtre ce qui se passe dans les chambres de l'hôpital construit par les Français. Les jeunes mères apportent leurs rideaux. Impossible de les en empêcher. Difficile aussi de neutraliser Coco, l'ancienne sage-femme de Brousse, qui veille les petites accouchées. Elle bavarde, offre les fruits de la forêt sous l'œil attentif des familles. Pour surveiller Coco, l'administration de l'hôpital l'a embauchée. Elle assiste l'infirmière qualifiée. Mais Coco rêve toujours de la vraie médecine, de cette vraie médecine que les Blancs ne connaîtront jamais. Elle ne met point de sourdine à ses propos, si toutefois elle ne peut plus agir à sa guise. Les familles ne peuvent être maîtrisées. Elles donnent un coup de main, elles aussi, en chassant les mouches par exemple, ou en faisant passer de la nourriture aux malades en dépit des consignes quand le médecin a le dos tourné, assurant les soins à leur idée et campant même dans les cours de l'hôpital.
On les chasse, mais elles reviendront après l'alerte, comme des mouches. Et de l'autre côté de la forêt, vit l'habitant le plus célèbre de l'île, un octogénaire blanc, un Lorrain, Henri Humblot, neveu de Léon Humblot, le savant explorateur qui fut l'homme de confiance des sultans. Henri n'a légitimé que 14 de ses innombrables enfants. Ses descendants viennent s'asseoir à ses pieds par génération. Il nous parle de son existence aux Comores. J'ai quitté la France, j'avais 17 ans. Je suis arrivé là, ça fait 71 ans. J'ai toujours été bien avec les Comoriens. Je n'étais pas marié, je n'avais pas de femme attitrée. Les femmes couraient après moi, parce qu'elles voulaient des enfants blancs. Général Gallieni, j'étais très bien avec lui. Après la campagne de Madagascar, j'ai été libéré ici en 99 à la Grande Comore. J'ai commencé à planter des lianes de vanille, cacao, girofle, tout ça. Je remercie le bon Dieu de toute ma vie ici à la Grande Comore. Les différences s'accentuent ou s'atténuent. Un tout noir, un tout blanc, impossible d'échapper au jeu de la loi de Mendel. Hommes et femmes de toutes nuances, fraternellement réunis, passent sous le grand baobab, arbre de vie. L'archipel est aujourd'hui sur la voie de l'indépendance. Les descendants de Henri Humblot annoncent sans doute l'humanité sans race qui sera celle de demain.